J'ai toujours rêvé d'une grande histoire d'amour, mais à 35 ans, je suis seule. Et parfois, j'en ai honte. On a l'impression qu'il n'y a rien de pire que l'échec, donc on n'ose plus rien. C'est un peu un pouvoir que de faire croire qu'on a joui. Franchement, impossible qu'une femme n'ait jamais simulé dans sa vie. Tu dis qu'en fait, on est un peu un personnage secondaire des relations sexuelles avec un mec, quoi. Pour être soi-même, il faut d'abord passer par la case perfection, genre Monopoly, Ouais, quoi, c'est ça. pour se trouver. Incel, mascu, c'est que des gars blessés, des gens qui ont Exactement. vécu des traumas et qui les répercutent sur une population. Débordé. Hello, hello, bienvenue dans Dimeni, l'endroit où tu peux tout dire. Je m'appelle Delouise Bon et je suis journaliste en compagnie de... Alice, et je suis journaliste aussi. Ça y est, on s'est présenté, on est Ouais, trop c'est- contente. On a hâte de démarrer. Hâte de démarrer parce que j'ai un premier témoignage à te lire. Ok. On rentre directement dans le vif du sujet. Bah oui, non mais comment vas-tu? On Bah, peut poser cette question, quand même, mais... s'il te Ouais, plaît. peut-être, comment vas-tu? Raconte-nous. Écoute, ça va. C'est vrai? Ça va, je suis en forme en ce moment. Tu reviens d'où? Écoute, je suis allée me faire une petite convalescence dans le sud après un cassage de pied. Ouais. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et toi, comment vas-tu, Louisa? Franchement, comme j'ai répondu à cette personne hier, je me dis ça faisait longtemps que j'allais pas aussi bien. Ah ouais? Ouais, Mais go, girl. mais ouais. On Non, aime c'est ça. trop bien, non? Ouais, trop Mais on bien. a toujours peur de le dire parce qu'on se dit à tout moment ça peut vriller cette histoire. Moi, je dis qu'il faut en profiter. Ouais, t'as raison. À Et fond. puis je pense que l'arrivée des beaux jours fait que déjà enfin, tu vois, on est moins motivé à travailler, je trouve. Beaux jours? Ouais. Genre là, il fait qu'un secret. Non, mais c'est bientôt juillet. Là, on est en Franchement, plein dans est les à 5 glaces. Un mois et demi de juillet. Oui, bah on dirait pas. Hein. C'est vrai? Personnellement, moi hier j'ai dormi avec une bouillotte. Hein. Tout est dans le mindset, je t'ai déjà dit. C'est vrai. Mais en tout cas, je suis contente que ça aille bien. Donc Ouais, profites-en. je t'assure, ouais. Ouais, Positive vibes only. trop cool. Mantra sans matcha. Oh, nouvelle punchline. Ouais, c'est pareil. Elle est Non, très mais en je vais- forme. Aujourd'hui, des témoignages. Je vais te lire le mien comme d'hab, tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Des témoignages qu'on a reçus de votre part sur nos réseaux. On les a lus, on les a commentés et maintenant on va vous les révéler à voix haute en vous donnant toujours des conseils très sourcés, Exactement. tirés de nos vies, mais aussi de sources sûres, claires. Et Pour qu'on ait un aspect un peu pédagogique, parce que nous sommes des journalistes. des journalistes, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je te propose? De lire mon premier témoignage Ouais. et on en parle? Vas-y, je t'écoute. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. Alors que c'est pas drôle du tout. Ah bon? Non, Bon, pas tant. vas-y, je Vas-y, t'écoute. je te le dis. Ok. Premier témoignage. On n'a pas le prénom, évidemment, c'est anonyme. J'ai toujours rêvé d'une grande histoire d'amour, mais à 35 ans, je suis seule. Et parfois, j'en ai honte, comme si ne pas être en couple, c'était un échec. Pourtant, je suis bien avec moi-même, j'aime ma vie, mes amis, ma liberté. Alors pourquoi cette petite voix revient le soir pour me dire que je passe à côté de quelque chose? Ah, ça va, c'est pas tragique non plus. C'est vrai? Je pensais que là, il y allait avoir un mort. Non, bah non. Non. Mais non, mais je trouve que c'est quand même triste parce que ça m'a fait penser à la petite voix que tu as, toi, à l'intérieur de ta tête. Mais ça, on en reviendra juste après. Moi, personnellement. Ouais? Tu me dis toujours que t'as une petite voix qui Ah, t'empêche. oui. Ouais, oui, ma petite voix. Ah Bah oui, oui, la petite bah voix dis donc. négative. Attends, je suis pas réveillée. Ah ouais, mais t'as peut-être deux voix là, alors on se parle. En fait, je suis. Oui, non, je pensais sur ce sujet-là en particulier. Et quoique, si ça, moi, ça, c'est quelque chose que je peux avoir. Mais en tout cas, allons sur l'analyse. Mais Oui. oui, tu parlais de la petite voix toxique dans la tête. Ouais. Oui, C'est en pour général. ça, Oui, ouais. oui, ok. En fait, là, je te dis pourquoi ça m'a fait, ça m'a touché parce qu'il y a quand même trois mots forts là-dedans, c'est honte, échec et passer à côté de quelque Oui. chose. Et je trouve ça super dur pour une personne C'est qui vrai. est seule. Bah, Tu c'est une te rends personne compte, là qui est. Ouais, c'est sûr. Et donc je me suis dit, pourquoi on a honte? On se sent rejeté parce que dans la société, on sait très bien que c'est normé et que quand on est seul, c'est dit pas normal. Et donc on est honteuse parce qu'on ressemble pas à la norme. Oui, bah parce que je pense que la société en effet nous impose, tu vois, cette vision-là d'être en couple, etc. Et qu'en fait, quand t'es célibataire, t'es un peu dans une salle d'attente. Tu vois, en attente de trouver quelqu'un pour être en couple. Et c'est là où tu deviens un statut rassurant pour la société. En fait, tu fais ce qu'on attend de toi, tout simplement. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu ressens un peu cette honte et que le célibat est un peu l'antichambre du couple. Et tout pour simplement. autant, c'est un peu la tendance de venez, on est tous célibataires. Oui, bah, il y a aussi une autre chose, je pense. C'est qu'en ce moment, il y a un espèce de ras-le-bol général de nous, les femmes, envers le couple hétérosexuel, hétéronormé. Un épuisement face à ça, face au comportement des hommes, face à la médiocrité des hommes. Je parle pas not all men, mais beaucoup de men quand même. Faut pas se leurrer. Et donc, oui, on est un peu tiraillés, je pense, entre ce truc de on est bien célibataire, on kiffe nos vies, on voit nos copines, etc. On a vécu des histoires d'amour, on a pris un peu cher, voire très cher. Et donc là, on est, tu vois, un peu dans la plénitude de notre être. Et en même temps, on est, tu vois, on nous vend sur ce couple idéal, être à deux. Et donc, tu as l'impression d'être un peu incomplet. Donc, tu es tiraillé un peu entre les deux statuts tout le temps. Et finalement, enfin, pourquoi? Non, mais on nous a quand même lu beaucoup de fois Cendrillon. Donc nous, on pensait plus grande qu'on allait attendre Jean-Luc descendre de son cheval blanc. Ah, Jean-Luc.
Ouais, je sais pas, Jean-Luc. De son cheval tellement blanc qu'il n'y Moi, a pas de souvent, différence. c'est Jean-Michel. Attends, je te donne une rêve, peut-être pas. Où on voyait pas la différence du cheval entre son pelage et ses sabots, Mhm. tu vois. Mhm. On pensait qu'on allait descendre, aller cueillir des pommes, revenir et les oiseaux allaient nous aider à étendre le linge. Oui, C'est pas Faux. la vérité. c'est Mais faux. tu sais, faut construire son cerveau et lui dire que ça ne se passera jamais. Pourquoi tous les Disney se terminent juste au moment où ils commencent à se choper? Tu vois pas la suite quand C'est ils ont eu vrai. les enfants et la maison. Et ensuite, la personne dit passer à côté de quelque chose. Mm, Sous-entendu, une histoire d'amour est prédéfinie et on en aurait la définition. mm. D'où ma C'est vrai. question, quelle est ta définition d'une histoire d'amour? C'est Genre une grande histoire c'est d'amour, profond. c'est un peu ça. Alors déjà, je pense que des histoires d'amour, tu peux en avoir et pas seulement qu'avec des hommes, Mhm. dans le sens où tu peux avoir des histoires d'amour en amitié aussi. Tu peux, enfin, je pense que l'amour, tu vois, se met dans beaucoup de choses avec ta famille, avec tes amis, avec plein de choses différentes, et que l'amour ultime n'est pas forcément l'amour amoureux en couple avec un homme. Donc voilà, et ma définition de l'amour, c'est Grande histoire d'amour. une grande histoire d'amour. Mais parce que je pense, on pense un peu que la grande histoire d'amour, il y a toujours beaucoup de romantisme. Il faut toujours qu'on soit surprise par notre partenaire. Il faut toujours qu'on soit dans une bulle, un peu en apesanteur, qu'il n'y ait jamais de problème. C'est un peu ça l'histoire d'amour. Ah C'est un oui. peu Blanche-Neige, tu vois. Ouais, et aussi, je pense qu'on nous a aussi pas mal vendu l'histoire d'amour comme quelque chose de très passionnel. Oui. Toujours, tu vois, un peu, faut que ça soit un peu compliqué, faut toujours se battre pour avoir l'amour de l'autre. Tu vois, tout n'est pas toujours évident, tout n'est pas toujours calme, et c'est ça l'amour. Ouais. Et en fait, je pense que, en tout cas moi, en vieillissant et en lisant pas mal de choses aussi là-dessus, c'est que l'amour c'est pas obligé de quelque chose qui soit forcément hyper passionnel, déchirant, etc., où ça te serre le cœur. Ça peut aussi être, et ça doit être, je pense, quelque chose en fait qui te met en sécurité. Pour moi, un grand amour, c'est ça, c'est quelqu'un avec qui tu peux être 100% toi-même, où la personne aussi en face de toi est elle 100% elle-même, avec qui tu arrives à communiquer, et aussi, je pense, des vrais partenaires de vie qui te tirent vers le haut, qui ont envie de ton bien-être, de te voir grandir, et vice versa. Tu vois, je pense que ça doit être quelque chose. Pour moi, l'amour, le grand amour, c'est ça en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais avoir dans ma vie si je rencontre quelqu'un. C'est cette espèce d'équipe qui voit dans la même direction, qui sont des êtres différents, mais qui se comprennent et qui s'écoutent, et qui ensemble arrivent à faire des belles choses. Mais bien sûr que toujours c'est pas facile, bien sûr qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, et qu'après il y a des choses à mettre en place pour vivre sur ce grand amour, tu vois. Donc Est-ce que tu sais, parce que pour terminer avec ça, parce qu'elle parle de la petite voix intérieure, est-ce que tu sais ce que c'est l'endophasie? non, pas du tout. Ben, c'est la petite voix intérieure. Ah, C'est ça dont je voulais te parler, parce que tu me dis tout le temps que tu as cette voix intérieure. bah, Et je dis tout le temps, mais je sais pas ce que c'est. Tu l'as pas toi? Non. Quoi? Mais je t'assure. Ou alors je sais pas l'identifier. T'as jamais quelqu'un qui te dit quoi faire ou qui tu es? Jamais. Mais il y a quoi dans ton cerveau? Et donc je me dis, peut-être il y a une petite déviance là chez moi. C'est quoi? En fait, Non, bah non. explique-moi la petite voix. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est toi qui te parles? Est-ce que c'est une voix genre hop qui pop en toi? Moi, personnellement, c'est ma propre voix qui est pas gentille et qui va me dire des choses du genre t'as pas assez bien fait, ou t'es nul, ou t'es pas assez comme ci ou trop comme ça, et qui va un peu m'engueuler, quoi. Toi, t'as jamais ça? Je t'assure. Ou qui peut aussi m'encourager, hein, ça maintenant, parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même déjà en identifiant cette voix et en prenant compte que c'était pas normal, et ensuite en essayant de shifter, et que dès que je me parle mal, bah non, je me parle comme si j'étais ma meilleure amie, et donc dans ces cas-là, c'est tu vas y arriver, Ouais. tu fais de ton mieux, tout va bien, etc., et qui va me rassurer comme je pourrais parler à ma meilleure pote, tu vois. Ok. C'est-à-dire que toi, quand t'as des réflexions, t'entends quelle voix déjà? T'entends pas ta voix? Des réflexions, c'est-à-dire Genre des quand remises tes en question. pensées. Mais j'ai pas trop ça. Je crois que je suis hyper dans l'opérationnel. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, je switch tout de suite. Je trouve tout de suite des méthodes pour inverser la situation. Mais dans ta tête, t'as des pensées. Oui, mais j'ai pas ce principe de petite voix où quelque chose va me dicter quoi que ce soit. Si j'ai D'accord. envie de faire un truc, je le fais. S'il y a quelque chose à changer, je le change. Mais quand tu réfléchis, par exemple, à une chronique, Ouais. t'entends ta voix? Non, je pense juste au sujet, à la chronique, aux recherches que je fais. Je me dis pas, là tu vas foirer, là tu vas pas y arriver. Allez, Ouais. go. C'est très factuel, quoi. C'est hyper factuel. Genre J'adore. là-haut, il y a pas grand monde, quoi. On est juste en train de penser et on est. Alors, je sais pas si c'est inquiétant ou extrêmement brillant, je ne sais pas. J'avoue que ça me pose question. Donc bon, ça s'appelle Bon. l'endophasie. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est que j'aimerais bien voir aussi le témoignage de d'autres personnes. Oui. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur le compte de Louisa, donc de Louison, Ouais. ou sur mon compte, pour qu'on sache si vous parlez, si vous entendez votre voix, si vous dites des trucs sympas, pas sympas. Enfin, moi, franchement, ça m'intéresse parce que, franchement, je pose cette question assez souvent. Bon, en tout cas, je pense que Je je vais- dévie. Oui, non mais bon, De- parce qu'elle parlait mais de ça, tu vois, c'est intéressant. Ok. Donc, 3 conseils que j'ai notés pour Ok. cette personne qui nous a envoyé ça. Déjà, et tu le disais, je crois qu'il faut changer le narratif de Oui. cette petite voix, et ça fonctionne sur toi, c'est ce que tu viens de dire. Exactement, ouais. Ensuite, il faut se dire, le couple n'est pas un complément, mais une validation. Ouais. Donc, Et prends surtout,
Pardon, excuse-moi. Non, mais j'allais dire, prends des notes de tout ce que tu as accompli en étant seule, vu que là, le problème, c'est qu'elle aimerait ne plus être seule. Bien sûr, et surtout, tu vois, je pense qu'on a tendance à mettre le couple au centre de notre vie, décentrer ce couple-là pour que ça soit que un pan de notre vie, et que dans toute notre vie, il y ait le pan amitié, le pan famille, le pan travail et le pan couple, et que ça soit pas juste... Je vois un pan. Voilà. T'es hyper structuré, t'aurais dû faire des maths en fait, je pense, non? Je te dis, c'est terrible. Ou architecte. Oui, je vois, donc vraiment classé, se dire que... Classé, et tu vois, avant, je pense que le couple, en tout cas, moi, j'ai toujours vécu comme ça, et c'est au milieu, et après, bim, 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 t'as un peu comme une constellation. Ouais. Ton centre, c'est le soleil, le couple. Ouais. Et en fait, non, je pense qu'il faut vraiment décentrer ce truc-là pour que ça soit plus sain, en fait, au final. Et moi, en vieillissant, c'est ce que je fais, et je trouve ça beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Mais oui, parce que demain, il y a une embrouille avec ton gars ou ta meuf, ou la personne, elle part, tu te retrouves seule, et tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avant ça? Ouais, exactement. Et surtout, ne pas prendre le célibat comme l'antichambre du couple et le vivre pleinement, en profiter. Et je pense que ça permet de respirer un peu là-dessus et sur la pression qu'on peut se mettre sur ce putain de couple. Ouais. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est intéressant, comme tu l'as fait, de définir pour nous ce qu'est une histoire d'amour, ou celle qu'on voudrait vivre. Ce qu'on attend. On est toujours là dans ces idéaux, ces références culturelles. Ce qu'on attend du couple, des valeurs aussi qu'on attend de son partenaire. Tu vois, tout ce travail-là à faire, je trouve, ça permet aussi de pas perdre de temps avec des losers, tout simplement. Et dernièrement, je vous propose ce livre. Tu connais Modern Love ou pas? Est-ce que tu en as un peu entendu parler? Bien sûr, c'est la chronique du New York Times. Hein. Exactement. Donc ça, ils l'ont recyclé. Et là, ils l'ont fait en livre. Mais ils l'ont fait en série aussi. Ouais, je sais. Donc Modern Love, c'est quoi? C'était sur Amazon d'ailleurs. Exactement. Avec un acteur, je sais plus, mais qui jouait dans Game of Thrones. Et j'ai plus la ref. Mais plein d'autres personnages. En gros, c'est quoi? C'est une chronique dans le New York Times dans laquelle on retrouve différentes histoires d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que le rédac-chef de cette chronique dit: j'avais tellement du mal à sélectionner les histoires, il en reçoit plus de 8000 par an, qu'il a dû d'abord se questionner, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'une histoire d'amour? Et il a dit, j'ai tellement jamais trouvé la définition, qu'il trouve à chaque fois, qu'il prend à chaque fois des chroniques et très sombres et très lumineuses, parce qu'il dit en fait l'amour, il y a tellement pas une seule définition, mais que des individus différents, que je trouve ça intéressant pour cette personne qui nous dit, j'ai envie de vivre une histoire d'amour, je suis seule, je suis perdue. Donc définissons-nous d'abord, lisons ensuite, exprimons-nous après. Et sur cette thématique aussi, j'avais un autre livre moi, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir à ce célibat, qui est un livre qui s'appelle Enfin seule de Lorraine Bastide. Qui elle en fait va raconter quand elle est redevenue célibataire, etc., après une vie de couple longue et des enfants, elle parle de enfin solitude, c'est-à-dire on se retrouve enfin seul, et qu'est-ce que ce célibat, ce temps de finalement de cerveau disponible qu'on a en tant que célibataire, qu'est-ce que ça nous apporte en tant que femme. Et finalement c'est un peu l'idée de cette chambre à soi de Virginia Woolf, qui en fait dès qu'on se retrouve célibataire, donc avec nous-mêmes, c'est là où on développe notre créativité, c'est là où on développe plein de choses, parce qu'on a enfin le temps de réfléchir et de plus avoir cette charge mentale quotidienne qu'on peut avoir, surtout à partir du moment où on est en couple, et encore plus quand on devient mère. Et ça, je trouve qu'elle le décrit très bien dans ce livre, et ça permet d'être un peu en paix avec ce célibat, tout simplement, et de comprendre qu'est-ce que ça nous apporte, et pourquoi c'est important aussi qu'on s'accorde ce temps-là en tant que célibataire. Voilà. Ouais, c'est vrai que parfois on n'est pas en paix parce qu'on n'a pas analysé, qu'on n'a pas les mots et on n'a pas les concepts. Après, c'est facile à dire d'être en paix avec son célibat quand on a déjà vécu longtemps en couple, quand on a déjà eu des enfants, si tu as un désir d'enfant, etc. Tu as beaucoup moins cette pression-là. Tu dis, j'ai déjà vécu tout ça. Maintenant, ce n'est que du bonus, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça enlève beaucoup de poids. Je pense que pour les femmes qui ont des désirs d'enfant, etc., c'est une autre histoire. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette phase-là, vous avez déjà vécu toute cette partie-là, le livre de Lorraine Bastide, Enfin seule, va beaucoup vous parler. Et on espère avoir répondu à cette personne qui nous a écrit. Exactement. Est-ce que tu es prête pour le deuxième témoignage? Toujours. Alors, j'ai des sentiments pour quelqu'un depuis pas mal de temps. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais il y a quand même des signaux. Nous sommes très proches, qui me perturbent. Je pense que j'ai besoin de lui dire pour ne plus vivre dans un « et si » et avancer si ce n'est pas réciproque, mais en même temps, j'ai peur de le perdre. Bref, je repousse cette conversation en permanence et ça me pèse. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est... on a tous eu cette situation-là. En fait, ça me... Parce que j'ai vécu. Oui. Tu sens tout de suite, c'est l'angoisse monter dans ce genre de situation. C'est des situations qui sont pas faciles. C'est pas facile parce qu'il faut s'ouvrir et accepter peut-être le risque qu'on nous dise non. C'est ça, en fait. Et se dire qu'on continue quand même. Après, je trouve que ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est que si t'as peur, c'est que ça te tient à cœur. C'est vrai. Donc déjà, ça, c'est un bon signal, tu vois. Vrai. Et je me dis, c'est que c'est quelque chose qui est important, qui est important pour toi, etc.
Donc, il faut réfléchir. Moi, je pense que dans ce genre de situation aussi, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que je suis prête à recevoir la réponse, telle qu'elle soit. C'est vrai, oui. Tu vois, genre, et quelles sont les conséquences? Et donc, est-ce que, psychologiquement parlant, je suis prête à recevoir, tu vois... À recevoir la réponse et à se dire que peut-être la relation peut changer. Exactement. Donc, il y a ça aussi. Et aussi, il y a autre chose, c'est que je pense que les « et si », ça pèse beaucoup plus lourd qu'un échec. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut... pour ma part, je pense que c'est pour ça qu'il faut se lancer. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut se lancer parce qu'en effet, il vaut mieux avoir des remords plutôt que des regrets, comme on dit souvent. En revanche, je pense qu'il faut quand même bien muscler son jeu. On peut pas juste se lancer comme ça et dire « Écoute, je vais lui poser la question. Si jamais il veut pas, tant pis. » Parce que ça reste quand même une relation, surtout si c'est une relation inscrite. Je pense qu'il faut... On sait toujours si on est prête. Si on est prête, faut y aller. Mais se poser la question suivante. Est-ce que j'analyse ses comportements avec les yeux de l'amour ou est-ce que j'arrive à être assez objective ? Ou de toute façon, à partir du moment où si tu poses pas la question, tu sauras jamais. Même si tu analyses avec les yeux de l'amour ou si tu es très objectif, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je trouve qu'en fait, au final, on se fait toujours... le cerveau, il a une tendance à toujours s'imaginer le pire des scénarios. Donc ça va toujours être un scénario catastrophe où ça va être, tu vois, genre la personne va hyper mal le prendre, tu vas avoir honte, etc. En fait, je trouve que si t'es face à quelqu'un, tu vois, qui tient à toi, avec qui t'as une vraie relation, qu'elle soit amicale ou pas, il faut être prêt à pouvoir communiquer, en fait. Tu vois, pourquoi on se fait des montagnes de parler de nos émotions ? Pourquoi ce serait honteux d'étaler, tu vois, même pas d'étaler, juste de parler de nos émotions ? Genre là, la question, c'est juste dire, bon, voilà, on est amis, on est proches, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus entre nous que de l'amitié, tu vois ? Et pourquoi ça serait horrible de poser cette question-là ? Raison. C'est peut-être plus l'opinion qu'on va se faire de nous que la personne en face. Parce que, allez, au pire, la personne en face, elle veut pas, ça va pas l'empêcher de dormir. Oui, et j'ai envie de dire, si elle accueille pas bien cette question-là, c'est que c'est pas vraiment ton ami, en fait, cette personne. Tu vois ce que je veux dire ? Si la personne, elle tient à toi, bon, elle va mettre les formes, mais elle va te faire comprendre que on est amis, ou sinon, peut-être plus, et cool si c'est la bonne réponse, tu vois. Mais pourquoi on s'en fait tout le temps des montagnes ? Non, mais parce qu'on n'a pas envie de se prendre en pleine face que quelqu'un nous aime pas autant qu'on l'aime, petit coup dans l'ego, un petit coup dans un futur dans lequel tu te vois tout à fait. Enfin, tu vois, il y a quand même peut-être un changement de vie. Et franchement, c'est tellement rare de tomber amoureux de quelqu'un pleinement qu'il y a ça aussi, ce côté, allez, je vais devoir recommencer, trouver quelqu'un. Surtout, je pense que quand tu te projettes dans une potentielle relation, en fait, tant que tu es dans ce stade-là de projection, tu dis peut-être pas, mais peut-être quand même, c'est assez confortable. Et en plus, tu as une relation proche avec l'autre personne, tu sais que tu peux compter sur lui ou elle, enfin, tu vois, c'est quand même... Et tu dis que si tu passes sur la phase on se parle et que tu vas avoir la réponse, bon, si c'est une bonne réponse, cool, mais si c'est non, ça veut dire que tout ce que tu as construit autour disparaît, tu vois. Et est-ce que tu as envie de perdre ça ? Ouais, mais tu vois, girl, la personne en face, qui peut-être n'a pas de sentiments, j'ai du mal à croire qu'elle ne ressent pas que l'autre est intéressé. Ouais. Franchement, c'est une dynamique, même si c'est ton meilleur pote, à un moment donné, l'un ou l'autre ressent que l'autre a peut-être mis un pied dans une autre case, tu vois. Okay. Et ça, je trouve pas. Alors oui, ça peut être délicat, parce que la personne qui s'en rend compte, elle va pas lui dire « Je sens que t'es amoureuse, mais arrête, parce que je veux pas », tu vois. Mais je trouve quand même que il y a un moment donné... je sais pas quel âge elle a, la personne qui écrit ça, mais on est assez mature pour mettre des distances, corriger son comportement, faire attention à ce qu'on fait. Donc en gros, t'es en train de dire que l'autre personne, elle est pas très cool aussi d'alimenter le truc. Non, mais je dis pas que c'est à l'autre personne de prendre tout en charge dans cette histoire-là. Mais je crois quand même que quand t'es deux, à un moment donné, on dit toujours un problème, ça se crée à deux. À un moment donné, il faut quand même... Mais après, s'adapte. Après, on n'a pas non plus énormément de détails, mais est-ce que toi, par exemple, tu crois en l'amitié homme-femme ? Ah, mais totalement, la plupart de mes meilleurs amis sont des mecs. Ok, ouais. Oui, mais après, je sais pas, mais peut-être que parce qu'on se connaît depuis qu'on est en CE1 et qu'on s'est construit ensemble et qu'à un moment donné, tu veux peut-être pas être avec ton frère. Ouais, non, mais après, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'être amoureuse de quelqu'un et de ne pas lui dire ? Oui. Ok. Est-ce que je regrette aujourd'hui ? Non. Tu regrettes pas de pas lui avoir parlé ? Donc c'était pas l'homme de ta vie, quoi. Je sais pas, et pourtant, folle amoureuse, j'en étais, hein, mais j'ai jamais osé. Après, il y a d'autres à qui j'ai osé... Et là où ça a pas pris suite, c'était à ce moment-là. Donc t'as déjà osé avec quelqu'un et finalement tu t'es pris un nom ? Ah oui. Et alors, tu l'as bien vécu ? Mais je pense que je m'en souviendrai toute ma life. Non, je l'ai pas bien vécu du tout. Okay. Je me suis isolée, j'ai coupé toute relation. Okay. Je l'ai retrouvée plus tard, mais il a fallu un moment où je coupe les portes, tac. Tu sais, c'était un peu comme ça ma life. Je lui ai dit, et j'étais comme ça. Quand j'ai dit non, je me suis arrêtée comme ça. Genre, je sais pas qu'il y a personne qui me regarde, c'est catastrophique. Pourquoi je l'ai fait ? Je savais que je devais pas le faire. Mais au moins,
Je suis passée à autre chose. Ok. Oui, c'est ça. Parce que je trouve que quand tu te restes dans une relation espèce d'entre-deux comme ça où tu sais pas, bah finalement, tu restes dans cette relation-là et tu t'ouvres pas à autre chose à côté, quoi. D'accord. Donc c'est pas bon. Après, c'est vertigineux, je vais pas te mentir. Parce que, enfin, moi, je l'avais fait par message. Donc, j'avais pas le côté instantané du direct. Mais quand j'ai lu le message, j'étais dans le bus. Oui, tu transpires et tout, quoi. Tu t'arrêtes, t'étais là, genre, il y a tous les gens du bus qui savent Que je j'ai envie vais de balancer ton téléphone, tu sais. Ah non, mais... Tiens je me suis dit, non, c'est nul. Et en fait, la vie, elle s'arrête un peu parce bien que sûr. on t'a donné un nom gratuit. Le pire que t'es moment, allé chercher. c'est quand tu reçois le message de retour avec le nom qui s'affiche. Et là tu... C'est comme quand t'as envie d'envoyer un message à un mec. Je pense qu'au fond de toi-même, tu sais déjà que la réponse elle est négative, non? Non, t'avais parce quand même qu'avec les yeux de l'amour, tout est interprété favorablement pour toi. Mais tu sais, c'est comme quand t'as trop peur d'envoyer un... Tu sais, t'es ado, ou même pas ado, mais t'as trop envie d'envoyer un message à un gars, tu le fais, t'es avec tes potes, tu jettes le bien texte, sûr. tu vois, et là t'as... Tling. T'es là genre... Le gars, juste dit, ok. La transpiration intense. Après, c'est peut-être pas bien ce que je veux dire, mais c'est peut-être un truc de meuf, de trop en faire, pour juste dire un truc quand même. On dit juste un truc, en fait, on va pas mourir. Bah oui, mais c'est ça. Je te dis, et en plus, on se rend compte souvent que les conséquences sont pas si terribles que ça, tu vois. On n'est pas non, morte. après, bon, voilà, ça fait mal, les relations humaines, c'est un peu la base de la vie. Mais est-ce que c'est pas forcément, tu vois, avoir ces trucs-là, c'est vivre, en fait, c'est se sentir vivant. Ouais, ma mère, elle me dit toujours... Elle me disait toujours ça quand je lui demandais des... Enfin, elle est vivante, mais quand je lui demande des conseils amoureux avant d'être en couple, elle me disait tout le temps « Mais ma pépette, est-ce que tu préfères avoir mal et vivre ou ne rien faire et t'ennuyer ?» C'est ça. Et donc, dans les moments, tu sais, où tu te dis « Je sais que je devrais pas y aller avec ce gars », j'avais la voix de ma mère qui disait « Faut vivre !» Alors que je sais que c'était pas du tout ok d'y aller. Red flag, oh bah faut vivre. Ouais, bah, clairement. Ouais, vraiment. Okay. Mais oui, il faut vivre. Ouais, c'est pour ça. Donc prendre le risque, finalement, je trouve, c'est se sentir vivant et c'est pas rester dans son confort et son train-train quotidien, tu vois. Parce que finalement, après, sinon, tu vis que comme ça, tu vois. Mieux vaut vivre comme ça, non? Je sais pas. Et je parle pas que des risques amoureux, tu vois. Oui. Des risques professionnels, des risques en amitié, des risques tout court, en fait. Oui, parce que les seules personnes qui prennent un risque, c'est des gens qui vont vraiment l'écrire sur LinkedIn, tu vois. Elles montrent qu'elles ont pris un risque, tu vois. Elles ont tout lâché. Mais il y a des micro-risques. Demandez à quelqu'un, est-ce que tu m'aimes? Attends, à la maternelle, girl, si j'avais envie que tu sois ma copine, je te disais, est-ce que tu veux être ma copine? Et tu me répondais 4 secondes après, oui. Et ben voilà, terminé. Bah, c'est ça aussi, je trouve qu'en vieillissant, on se met de plus en plus de barrières, en général, tu vois. Alors qu'enfant, on n'avait pas tout ce truc qu'on se met maintenant dans nos voix d'adultes, la petite voix, retour, qui très structurellement va dire, attends, risque, non, ça vaut pas la peine. Quand on est enfant, en vie, on y va. Donc je pense qu'il faut aussi écouter son petit enfant intérieur et s'enlever tous ces barrières de risque pour dire on y va et tu vois et encore une fois se sentir vivant, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on se sent bien après avoir osé, tu vois, que la réponse elle soit positive ou négative. Moi je sais que à chaque fois que je prends un risque, même si je vais vivre un échec, mais au final je suis quand même fière de moi de l'avoir fait, tu vois, parce que j'ai osé, quoi. Et au final tu te rends compte qu'en effet c'est beaucoup moins pire que si tu ne pensais les conséquences. Mais tu sais, quand on est petit, tu fais de la trottinette, du roller, même tu marches, on tombait tout le temps. Et on se relevait, mais on s'en fichait. Aujourd'hui, être adulte et tomber dans la rue, c'est trop la honte. Parce que t'es pas censé tomber. Tu vois, t'es pas censé tomber. Et on nous apprend à pas tomber. Alors qu'en fait, parce qu'on nous apprend que l'échec, c'est on a l'impression qu'il y a rien de pire que l'échec aujourd'hui. Donc on n'ose plus rien. De peur d'être dans l'échec. Mais c'est vraiment ça qu'il faut dire. C'est pas grave de tomber. Alors c'est trop la honte. Genre moi là demain si je tombe dans la rue, j'ai trop la honte. Genre je vais prendre une rue parallèle à celle que je devais prendre en me disant. Mais bon, en tout cas, je pense que pour revenir sur parler ou pas, dire ou pas ses sentiments, je pense que en tout cas psychologiquement, si t'es prête à recevoir une réponse négative, oui, vas-y. Et au pire, bon bah ça fera très mal à son cœur, mais ça fait mal. Et au moins on peut passer à autre chose, quoi. Merde. Mais c'est là où je comprends que j'ai pas de petite voix. Parce que moi, je le fais direct pour régler le problème. Ou peut-être la petite voix, elle va dire « Attends, t'es sûr, pas sûr ?» Moi, je vais dire « Je veux savoir. » Clic, clac, clic. Non, allez, bye, next. Oh, waouh. Putain, moi, c'est des années et des années et des années de réflexion et de pour ou contre. Et on y va, mais on n'y va pas. Et après, on y retourne. Et maintenant, j'y vais. Ah non, c'est pas le moment. Non, mais en fait, balèque, vas-y, je m'en fous. Tu vois, genre, c'est insupportable. Ouais, c'est ça. Okay, non, j'ai pas. J'ai pas parce que... Après, tout le monde n'a peut-être pas ce fonctionnement-là, hein, mais le mien est assez taiseux, on va dire. Faut pas marchander les temps de vie qu'on a. Ouais, je suis d'accord. C'est de la perte de temps. Perte de temps totale. Perte de temps totale, tu vois. Donc, go for it. Ouais, go for it. Hein. On encourage. Genre vraiment, faut y aller, je suis assez d'accord avec toi. On a une autre question peut-être. Ou alors tu voulais nous dire autre chose sur cette Non, rubrique. mais je repensais à un autre truc. Ouais, vas-y, mais n'hésite pas. C'est que si par exemple tu devais mourir dans un an. Ouais.
Genre, Ouais. tu vois, enfin, à chaque fois, je me dis, est-ce que si tu dois mourir dans un an, qu'est-ce que tu ferais dans les, quelles Ouais. sont tes priorités, tu vois? Ouais. Et peut-être que dire ses sentiments, ça serait beaucoup plus facile dans ces cas-là. Là, si tu devais, toi, mourir dans un an, à la place de cette personne, tu le ferais ou pas? Là, ouais, c'est une des premières choses que je ferais. Ouais, Parce que je me dis, j'ai plus rien à perdre, en fait. Mm. Donc, il me reste un an, donc autant le vivre pleinement. C'est ça qu'on devrait se dire, en fait, dès que tu veux faire quelque chose. Genre, s'il me restait un an, est-ce que je le ferais? Est-ce que ça me tient assez à cœur pour que ça soit quelque chose de... tu vois, genre, waouh, faut que je fasse maintenant, sinon ça va être trop dommage. Donc, Ouais, je suis d'accord. c'est pas que sur le plan relationnel, quoi, tu vois. Donc, Il faut, mais je crois que c'est une question intéressante à se poser souvent, ça permet de faire le tri très rapidement. Ah oui, clairement. Troisième question. Ouais. Ce Parfois, n'est pas une c'est- question, vraiment, en fait. Non, c'est une thématique parce que Ouais. c'est beaucoup dans l'actualité. Ça se contient en 4 mots. C'est simuler ou pas simuler quand on parle de sexualité. Ouais. Et j'ai l'impression que ces mots-là, on les entend depuis lycée, depuis le lycée, quoi. Sur la Non, mais simulation. cette question, oui. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais en fait, je sais pas. ça date depuis la Grèce antique, quoi. Simuler ou pas Ah simuler. bah bien sûr, mais pour le coup, la simulation, moi, c'est une question que je me suis posée très tard. Hein. Genre, À savoir en gros, si c'était bien ou pas. Non, en gros, attends, comment revenir là-dessus? C'est juste que, pour revenir sur les bases de la simulation, pourquoi? Déjà, je pense qu'il y a une question qu'il faut qu'on se pose, c'est l'action. Donc, simuler ou pas simuler. Déjà, il y a un chiffre qui est intéressant, il faut savoir que 62% des femmes simulent pendant l'acte leur orgasme. Déjà, pourquoi on est obligé de simuler, tu vois? Et donc, je pense que c'est là où on peut se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que l'acte sexuel dans un couple. Là, on est encore une fois dans un couple hétéronormé. Pourquoi la femme se sent obligée de simuler? Ouais. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, je suis d'accord. Ça Mais la veut liste est dire- longue, là. La liste est très très longue. En fait, ça veut dire que déjà, si on est obligé de simuler, ça veut dire qu'on préserve les sentiments de quelqu'un, l'ego de quelqu'un, Oui. de l'homme avec Oui. un grand petit H, pardon, Oui. pas un grand Non, mais H. c'est tout à fait ça. Et donc, ça veut dire qu'en fait, déjà, ça veut dire que l'orgasme est une finalité en soi. Est-ce que c'est censé être une finalité en soi? Je ne suis pas sûre. Ça veut dire que, et souvent, l'orgasme vient avec acte de pénétration. Est-ce que beaucoup de femmes jouissent avec la pénétration? Non. La majorité sont clitoridiennes. Déjà, et aussi, il y a autre chose, c'est que quand on parle d'actes sexuels, donc il y a les préliminaires. Préliminaires. Pénétration. Ça marche pas avec pénétration, mais t'as compris l'idée. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est avant, c'est juste l'échauffement. Alors qu'en fait, pour nous, c'est là où souvent on va jouir, tu vois, si on fait les choses bien. Si on fait les choses bien. La pénétration, voilà. Et souvent, on est sur une jouissance qui est masculine, qui va éjaculer, etc. Après, savoir si nous ou pas on a joui, souvent, c'est assez secondaire, hein, j'ai l'impression. Mais ça l'est. Et je lisais que 30% des femmes étaient anorgasmiques. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du rapport, elles n'y arrivent pas. Ok. Et je crois que, déjà, moi, je me suis toujours dit, c'est un peu un pouvoir que de faire croire qu'on a joui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que, alors que tout chez nous est physique et démonstration aux yeux de la société, le fait de montrer uniquement ce qu'on a envie de montrer, de gérer ce qu'on a envie de gérer, parce que parfois on fait semblant, parce qu'on a envie de mettre fin au rapport, parce qu'on est mal à l'aise et tout, c'est quand même un peu un pouvoir, je trouve, qu'on a. Après, attention là où est le curseur. Souvent, quand on fait ça, c'est qu'on veut pas dire qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on veut pas créer de problème dans la situation, dans la relation. C'est qu'on n'a pas envie de... Ou t'as pas simplement kiffé et tu t'oses pas le dire, tu vois. Mais par exemple, il y a des conversations qui sont encore dures à aborder. Bien sûr. On connaît aussi pas assez notre anatomie. Ouais. C'est très récent que le clitoris est rentré dans les manuels scolaires. Oui, c'est vrai. Genre ça date quand de on est moins de jeune, 5 ans, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Il y a la honte de se dire attends, est-ce que je dysfonctionne? Oui, c'est vrai. Et c'est genre, quand même est-ce que c'est moi que je suis une peine à jouir ou tu vois des trucs comme ça, tu vois. Je vais le décevoir. Ouais, je vais le décevoir parce que lui n'a pas réussi à me faire jouir, tu vois. Non, mais il y a plein de choses comme ça où, en effet, parce que t'as pas kiffé, parce que tu sens que tu vas pas jouir, donc tu simules. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Et finalement, pourquoi un acte sexuel réussi doit forcément se terminer par un orgasme? Tu peux avoir un très bon acte sexuel sans orgasme. Parce que, je sais pas, pour avoir un orgasme, faut tu vois, c'est... Après, je pense que chaque femme est différente, mais toi, c'était déjà arrivé de simuler, par exemple? Mais évidemment. Voilà. Et je crois que si une femme disait non, je la croirais pas. Et tu vois, quand je dis 62% des femmes ont déjà... Moi, je pense que c'est 100%. On n'a pas toutes répondu au questionnaire aussi, tu vois. Ouais, je pense que c'est 100% des femmes. Enfin, moi, je demande à toutes mes potes, tout le monde a déjà... 100%. Enfin, tu vois. Autour de moi. Je pense qu'il y a même plus de femmes qui simulent qu'elles ont un orgasme. En proportion gardée. Non, mais c'est sûr. Impossible. Franchement, impossible qu'une femme n'ait jamais simulé dans sa vie. Impossible. Bien sûr. Enfin, clairement, on n'a pas d'orgasme systématiquement à chaque rapport. Mais après, il y a peut-être la flemme aussi d'expliquer aux mecs parce que
non, mais tu peux pas comprendre parce qu'en fait, faut aussi être axé psychologiquement pour arriver jusqu'à la fin. Et t'as pas envie. Parfois, t'as juste envie de dire, vas-y, c'est fini. Mais comme toutes ces femmes, et je pense que ça nous est tout arrivé, quand on a mal pendant un rapport, on le dit pas forcément. Non, parce qu'on se dit, vas-y, vaut mieux que ça se termine qu'avoir une conversation, ça va être trop long. Oui, vas-y. Alors que t'es là, genre. Et pendant que ça arrive, tu te dis, j'ai mal et je dis rien. Ouais, exactement. Et c'est là où c'est là où tu dis qu'en fait, on est un peu un personnage secondaire des relations sexuelles avec un mec, quoi. Ouais. Encore une fois, pas tous, hein, mais beaucoup. Mais après, c'est pas que de la faute des hommes, parce que nous, on rentre un peu dans ce complot-là en simulant finalement. Parce qu'en simulant, c'est pour éviter d'avoir cette discussion-là, c'est pour préserver leur ego et tout, mais en fait, si on avait une vraie communication et qu'on se disait les choses clairement en disant, bah écoute, chaque rapport n'est pas obligé d'être dans la performance et donc pas forcément dans l'orgasme, etc. Ouais. Et tu vois, inversement, si t'avais un mec qui simulait, tu le prendrais bien ou pas ? Bah écoute, c'est une sacrée question. C'est vrai que c'est intéressant de se la poser dans ce sens-là. Mais peut-être que nous, on est tellement, je sais que ce mot, il embête, mais déconstruite qu'on se dirait, ok, pourquoi il fait ça ? Comment je peux t'aider ? Toujours pour cette idée de performance, en fait. Oui, mais du coup, j'essaierai de comprendre pourquoi lui, il simule. Parce qu'après, il y a des soirs où tu étais fatigué, ou tu vois, et tu dis, bon, allez, pareil, écourtons le truc, et que tout comme un rapport sexuel se termine au moment de l'orgasme, au moins, ça sera terminé, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je te parle de pouvoir, parce que les mecs, ils peuvent pas nous mentir sur le fait qu'ils... Non, mais il y en a qui peuvent quand même simuler, mais nous, on sait très bien que c'est faux. C'est faux. Bah, c'est cata. À part s'il y a préservatif, mais... Oui. Ah bah, oui. Bah, toutes les meufs, elles vont vérifier, non ? Non ? Putain, moi, je suis entourée de meufs qui vont vérifier. Pas toi ? Ça te rend aussi drôle que ça ? Attends, je regarde comme si avant un public, mais... T'avais toutes les meufs que je connais, quand le gars part... Ça m'est jamais... Non, mais attends, on va remettre un contexte. Attends. On est dans un contexte... Comment tu vérifies ? Tu vas vérifier la capote usagée dans la poubelle. Après... Non, mais attends, je te mets le contexte, parce que sorti comme ça a fait un réel avec un hook catastrophique. Je te remets le contexte, faut mettre les bases. Sinon, c'est du mauvais journaliste. Ça m'a donné chaud, cette histoire. Non, mais parce que... Mais c'est comme Drake, il y a des contrats pour protéger. Pourquoi tu vas vérifier ? Pour savoir s'il a bien eu un orgasme ? Alors déjà, je parlais pas de moi. Non. Non, mais complètement. Non, mais... Alors, je t'explique le concept. Pourquoi cette personne va vérifier déjà ? Pour voir si la personne a eu un orgasme ? N'a pas menti. Ah bon ? Et pour savoir s'ils sont bien... Donc, c'est généralement c'est des filles avec qui j'ai parlé de ça, des gens autour de moi. Dans un contexte de ce que j'appelle la one life, à savoir on n'est pas en relation, on se voit pour kiffer. Ouais. Très souvent, les filles avec qui je discute sont allées voir dans la poubelle pour voir si le travail avait été terminé. Et je pense... Non, jamais entendu parler de ça. Non, jamais. Là, tu m'apprends un truc. Hein. C'est vrai. Ah, ouais. Et du coup, il y a un côté, je veux être sûre qu'il ait pas menti. Et en plus, quand t'es dans une relation one life, t'as pas trop envie qu'il y ait de mensonges. Enfin, faut que ce soit assez simple. Et en même temps, pas menti sur son orgasme. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, il y a un petit contrat de confiance. Finalement, alors, plaisir. Ça veut dire que nous aussi, on s'est mis ça en tête que... Enfin, tu me diras, oui, moi, pareil, si un mec a pas d'orgasme à la fin, je vais dire que j'ai pas été performante. Bien sûr. Mais pourquoi le sexe, ça doit être de la performance ? On est déjà dans la performance tout le temps. C'est le hashtag performance. Tu parles de sexualité, hashtag performance. Le slow sex, franchement, il doit y en avoir 5 en France qui font ça, non ? J'exagère. Mais je pense que c'est pas la majorité des gens, tu vois, quand tu penses à ça, non ? Oui, non, mais c'est sûr. Après, sans aller vers le slow sex... D'ailleurs, tu peux donner une définition exacte. Non, mais je crois, c'est ça, c'est les gens. C'est genre, non, attends, c'est pas. Mais si, c'est ça. Oui, c'est aller en douceur, pas forcément aller jusqu'au bout. C'est ça. Non, mais en fait, c'est juste genre, je pense que faut qu'on se dise que un rapport sexuel sans orgasme, c'est ok, et que c'est pas la finalité d'un bon rapport sexuel, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, et aussi, j'ai envie de dire, ça me fait penser à un autre sujet, c'est l'utilisation de sextoy au cours d'un... Parce qu'on parlait du film... comment il s'appelle, le nouveau film sur les womanizers ? Non, pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais. Attends, je l'ai noté, j'ai dit quoi ? Ouais, le film pour le plaisir, là, qui est en fait l'histoire de l'invention du womanizer. Oui, c'est vrai. Tu l'as vu ? Non, mais j'en ai entendu parler. Et en fait... tu vois, pourquoi on banalise pas plus aussi... Enfin, si ton mec veut absolument que tu aies un orgasme, il t'achète un womanizer et pendant le truc, pendant la relation sexuelle, voilà, j'avais plus le mot, il sort le womanizer et au moins c'est un 100%, j'ai envie de dire. Hein. 100%. Oui, ça, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de mecs qui se sentent, menacés par ces sextoys. Mais en fait, t'as envie d'être menacé par ces sextoys ou t'as envie que ta meuf ait un orgasme ? Mais parce que je pense qu'ils comprennent pas le principe de la machine. Enfin, ça reste une machine. Oui, tu pourras pas... Enfin, je veux dire, un homme ne pourra pas faire ce que le womanizer fait. Mais c'est impossible. Mais pour autant, womanizer plus mec, incroyable. Incroyable. Faut se dire. Ouais, oui. Tu vois. Et ça, les mecs, ils ont... Enfin, pas encore... Pas tous les mecs, parce que s'il y en a qui vont dire...
mais, Pas tous, mais toujours. beaucoup se sentent menacés par ce truc et en fait alors que c'est un banger total pour eux parce qu'ils sont sûrs de te donner un orgasme. Je suis d'accord. Je pense que les mecs doivent aussi se bouger pour comprendre l'anatomie d'une femme. Je pense qu'il y a plus de femmes qui vont voir des vidéos sur comment utiliser le sexe de l'homme, comment prendre du plaisir que les hommes. Et c'est sur le moment. Et que c'est pas forcément un préliminaire, n'est pas que ça. Oui, voilà. Mais après, je pense qu'il faut... Oui, il y a là une... En fait, moi, quand j'étais petite, il y a un truc qui me choquait. Okay. C'est qu'il y a quand même une grosse différence. Je me disais tout le temps, mais il y a une différence énorme entre être dans la vraie vie, prendre un café et discuter avec son gars, et aller dans la chambre, qui est pour moi, c'était pour moi une nouvelle atmosphère qui était tellement différente de la réalité que je trouvais ça hyper impressionnant. Et donc, quand on passe dans cette sphère un peu impressionnante, on a plus de mal à parler comme on le fait autour d'un café. Ouais, bien sûr. Alors qu'en fait, faut complètement démystifier ce moment-là et dire qu'on peut autant parler à son gars ou à sa meuf, etc., pendant l'acte que pendant qu'on prend un café. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a un côté un peu, tu sais, c'est un peu théâtral, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Tu peux pas, genre, en plus, c'est hyper sérieux. Pourquoi on peut pas se marrer, tu vois. Tu vois, c'est ça. Et si t'entends pas ce que la personne elle dit, t'as peur parfois de reposer la question parce que si je vais casser le moment. Ouais, c'est clair. Ou si genre t'as un vieux fruit, tu vois. Ouais. Ah, mais qui arrive et là genre tout le monde est en panique. C'est pas grave en fait. Et ça, et ben comment elle s'appelle, Camille Camille Aumont. Voilà. Ouais. Elle parle de tout ça tellement bien. Ouais, c'est ça. Tellement longtemps. Exactement. Moi, elle m'a vachement inspirée. Il faut démystifier le sexe en fait, tout simplement. Oui, je suis d'accord. Et le rendre beaucoup moins sérieux parce que waouh, punaise. Bah, y a encore c'est intense, mais on a quand même bien avancé. Hein. Ouais, enfin, mais... tu te souviens, à l'époque de Dimeni, les reportages qu'elle disait quand elle les lisait. Ah oui, ça dit sur son mari et tout là. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on a bien avancé. Mais en même temps, on est aussi arrivé à un point où il y a pas mal de femmes qui en ont assez des relations sexuelles avec les hommes et au point de faire grève. Enfin, de dire moi je veux plus de sexe avec les hommes ou que avec des femmes ou pas de sexe du tout. Ouais. C'est ce qu'a dit par exemple Ovidie dans Que la chair est triste hélas où elle a je crois pas pratiqué de sexe pendant 5 ans parce qu'on avait un ras-le-bol général de sa pratique avec les hommes qui sont très centrés sur le plaisir masculin, un peu sur le plaisir féminin. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et oui, je pense qu'il y a quand même encore un très très gros travail et je pense qu'on est un peu dans cette mascarade aussi. On contribue à cette mascarade-là en ne disant pas les choses. Voilà. Donc il y a aussi un travail aussi à faire de notre côté de communication avec les hommes. Et donc, femmes et hommes, hommes et femmes, on m'a offert ce livre il y a peut-être 6 ans. Okay. C'est ma meilleure pote qui m'a offert ça pour... On a heureusement été que toutes les deux quand elle m'a offert ça. Alors, tu m'as dit que tu connaissais pas... Enfin, si, tu connaissais. Si, j'en ai entendu, mais j'ai pas... Ouais. Ok, c'est une cartographie du plaisir homme, enfin féminin et masculin. Ça s'appelle Jouissance Club. Et alors, vraiment, dedans, il y a plein... Déjà, il y a plein d'infos sur... J'ai vu, il y a des schémas et tout. Il y a des schémas. Tu peux expérimenter plein de choses, mais c'est hyper bien fait. Rien de choquant. Après, voilà. Et toi, ça t'a servi ou pas ? Ouais, vachement. Okay. Non, mais ça, c'est de l'éducation, en fait. Il y a des gens qui... Je me souviens, j'ai des potes qui sont venus, qui m'ont dit « Moi, je pourrais pas avoir ça chez moi, j'ai trop honte. » En fait, je suis là... C'est que des infos, hein, sur un truc oui, c'est ça. Pour lequel on n'a pas d'infos. Ouais, exactement. Il faut juste le prendre comme ça. En fait, on n'a jamais pris des cours, quoi. Mais non. Genre, on apprend sur le tard et pas forcément avec les meilleurs profs. Mais oui, et puis ça, c'est que pour notre plaisir, tu vois. Il n'y a rien de vulgaire là-dedans. C'est ça. Exactement. Et le problème, c'est que comme notre seule représentation aujourd'hui, c'est les pornos, oui. C'est sûr que peut-être moins notre génération, mais les générations en dessous de nous, quand je crois que c'est à 9 ans, c'est le premier porno souvent arrive à 9 ans. Oui, tu sais que j'ai vu ça tout à l'heure. Hyper jeune. Et tu dis que les petits garçons qui construisent leur sexualité sur les pornos, tu m'étonnes qu'après ce soit des mauvais amants. Enfin, tu vois. Et je pense qu'il y a une très grosse éducation à faire par l'école ou par les parents là-dessus, ou par des livres en effet comme ça à mettre dans les mains de personnes qui démarrent ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut apprendre toute notre vie sur la sexualité d'ailleurs. Bien sûr, faut juste pas avoir peur de le faire quoi. Puis ça peut être un moment hyper perso, t'es pas obligé de faire ça. Et après il y a notre queen dont on parle systématiquement. Je savais pas si c'était la cité quoi. Mais vas-y, qui elle peut et en effet et des personnes comme Camille Aumont qui rendent la chose beaucoup plus digeste, moins sérieuse, moins dramatique. Ouais, complètement. Moins dramatique. Il y a un côté dramatique autour du sexe alors que ça doit être en fait un moment joyeux, rigolo et de partage, tu vois. Tout simplement. Ouais. Faut qu'on remette un peu... Amal. Oui. Ah, c'est elle. C'est Amal, ouais. Ah ouais, Amal, super. Exactement. Voilà. Bah c'est bien. Ouais. Il y a de quoi faire quoi. Vous apportez des conseils. Donc en tout cas pour répondre à la question, on simule pas alors. On essaie de moins simuler déjà. Non, il faut moins simuler et essayer de trouver sa méthodologie pour arriver à moins le faire. Ouais, exactement. Mais c'est pas facile. Hein. Déjà. Et pas trop se culpabiliser si on simule. On simule, c'est que forcément derrière, on va chercher quelque chose qui nous fait peut-être du bien ou gagner du temps. Mais juste en avoir conscience. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Que c'est pas normal de simuler. En tout cas, voilà, ce que j'ai dit, c'est pas OK. Ouais. Maintenant, si on a envie de le changer, on fait comme on peut, quoi. Exactement. Voilà.
Et on n'est pas toujours obligé de tout dire à son partenaire. Non, exactement. Belle conclusion. Dernier point de tendance, enfin avant-dernier point, mais dernier quand même gros point, c'est le maxing. Ouais. Je ne connaissais pas. Tu m'as dit qu'on allait parler de ça. Ouais. Je suis allée fouiller. T'as découvert un univers. Hein. Je suis désabusée. Moi aussi, je suis un peu désespérée. Non mais franchement, donc pour donner la def, c'est la tendance de toujours faire plus. Comment accéder à un glow parfait. En gros, c'est comment faire de tous ses défauts une force en ne laissant rien de côté. Ouais, exactement. En fait, le maxing, c'est un terme qui a été inventé par les incels, la communauté incel. Qu'est-ce que la communauté incel ? C'est en fait les célibataires involontaires, qui est un peu une mouvance masculiniste. Bah, 100%. Donc en fait, finalement, des hommes qui sont un peu rageux d'être célibataires et qui en veulent et qui s'en prennent aux femmes. Ouais. Voilà. Et le maxing, c'est en fait atteindre un certain standard de beauté avec des critères très précis, en particulier au niveau, par exemple, avoir une mâchoire très carrée, des pommettes d'une certaine manière, etc. Et tu as un influenceur masculiniste connu qui s'appelle Claviculaire. Non, mais qui lui se donne des petits coups de marteau sur les pommettes ou ici pour non mais sur le bas des joues et les pommettes pour rendre son visage plus carré. Psychopathe. Donc j'ai envie de dire pour les incels ça va pas trop les aider à choper j'ai envie de dire d'avoir la mâchoire plus carrée, etc. Bon, le problème de ce truc là c'est que maintenant on essaye de maximiser un peu tout. Cette tendance là elle est allée au-delà de la sphère incel, elle est allée dans un peu toutes nos tendances de nos vies. Aujourd'hui cette tendance d'être toujours parfait, de maximiser, il y a le sleep maxing, comment dormir au mieux, il y a le poop maxing, comment chier au mieux, non mais tu sais que c'est fou, faire caca au mieux. Non mais tu sais que c'est fou. Genre donc à chaque fois t'as des conseils et des critères très très précis pour réussir tous ces pans de sa vie là. J'ai envie de dire respirons. Ouais, et j'ai vu que ça venait d'un jeu vidéo, le maxing, où en fait c'est le moment où tu pousses les statistiques et les compétences de d'un personnage à son maximum. Mais à quel moment tu te lèves le matin et tu te fous un coup de marteau dans la mâchoire pour te dire que t'es au sommet de ta personne? Non mais je pense que c'est très triste. Et en fait, ça dit beaucoup aussi sur la nouvelle génération de jeunes hommes qui sont un peu pollués par tout ce type de contenu masculin, tu vois. Et ça fait peur, vraiment, ça fait peur. Ouais, ça fait peur parce qu'en fait, il n'y a plus le droit à l'échec, il n'y a plus le droit de mettre de côté un défaut qui pouvait alors, tu vois, ton charme. Voilà, qui fait tout à fait ton charme. En plus, ils se ressemblent tous, franchement. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous maintenant. Ouais. Et tu sais, on les voit sur le côté, ils montent leur mâchoire, mais parfois, elle fait 2 km, quoi. Je t'ai vu. Piste d'atterrissage. Piste d'atterrissage, mais c'est choquant. Et en fait, je trouve ça terrifiant, parce que ça veut dire qu'on arrive à un moment où, pour être soi-même, il faut d'abord passer par la case perfection, genre Monopoly, quoi, c'est ça. pour se trouver. En fait, si t'es pas parfait, tu t'atteindras, enfin, tu pourras jamais. Parce que je pense que ces mecs-là, genre, s'ils se considèrent qu'ils sont pas parfaits selon les critères masculins, ils pourront jamais aller draguer. Et que en fait, s'ils sont rejetés, c'est parce qu'ils sont pas dans les critères. Ouais. Alors que c'est faux. C'est fou parce qu'en fait, incel, masculin, c'est que des gars blessés, quoi. C'est des gars blessés. Je les défends pas, mais c'est des gens qui ont vécu des traumas et qui les répercutent sur une population. Exactement, nous, les femmes. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai lu un livre hyper intéressant qui s'appelle La terreur masculiniste de Stéphanie Lamy, qui en gros est une journaliste qui a enquêté sur un peu qu'est-ce que le masculinisme, comment c'est des groupes qui sont très organisés, que c'est pas que des petits tu vois, geeks de leur côté, que c'est quand même quelque chose qui arrive de plus en plus massivement, que il y a eu le Haut Conseil à l'égalité homme-femme qui a sorti un rapport très intéressant d'ailleurs sur cette montée en puissance du masculinisme et des répercussions que ça peut avoir sur les violences faites aux femmes. Donc en fait c'est pris au sérieux de plus en plus par aussi les institutions. Et voilà, c'est un phénomène qui est en train de monter mais c'est des organisations quoi. Ouais, et que ça rigole pas quoi. Donc et qui est très alimenté par les réseaux sociaux, etc. Donc encore une fois il y a aussi un gros travail d'éducation à faire là-dessus et voilà quoi. Hein. Il y a un super reportage qui est sorti sur France TV / où un journaliste c'est infiltré les mouvements masculins. Ouais. Non, mais attends, mais c'est catastrophique. Et je vais te dire, en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais j'ai repris certains de ces contenus où, tu sais, je me filme par-dessus, à la fin, je décris les commentaires, je les génère pas toutes les heures, mais quasi.
pour supprimer les messages, mais les mecs, en fait, certains vivent dans une autre vie, quoi. Ouais, bien sûr. Pour eux, ce n'est pas un problème, c'est la continuité d'un homme parce qu'il a des besoins et on comprend pas et ils insultent les femmes. C'est vraiment catastrophique, en fait, quand t'es au plus proche de ça. Donc, et souvent, ce qu'ils disent, c'est mais vous pouvez pas comprendre, vous savez pas ce que c'est que d'être rejeté par une femme. Et donc, c'est en ça que je te disais que c'était des gens qui étaient blessés, laissés de côté dans la société. Mais bon, il y a plein de gens qui sont laissés de côté dans la société, c'est pas pour autant qu'ils viennent te tuer ou qui sont violents, quoi. C'est clair. Donc en fait, le maxing, c'est juste le prolongement. C'est un reflet de la société. Voilà. Et le problème est aussi avec les réseaux sociaux, quoi. Qui amplifie tout ça. Non, mais tu sais que ça fait trop peur. Là, j'ai découvert je savais, mais je l'ai fait sur Instagram. Quand tu publies un contenu, tu peux programmer via ton compte, dans un espace commentaire, tous les mots que tu ne veux pas qui apparaissent et ça les supprime directement. Donc, tu sais, je mets tous les gros mots que je vois qui voilà. Et ça te met par défaut, ça t'affiche pas les commentaires par défaut. Ok. C'est intéressant ça, pour se protéger. Ouais. Surtout quand nous, en tout cas dans notre travail, c'est un peu remonté ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on s'en prend des bonnes, quoi. Oui, apparemment, il y a une enquête qui est sortie disant que les journalistes femmes étaient tellement attaquées que ça réfrénait leur travail. Ouais, c'est énorme. Ça étonne qui ? Pas nous, en tout cas. Pas nous. On finit par la reco en une phrase. Attends, je voulais parler de mon petit coup de cœur. Ah oui, c'est vrai que tu m'en as parlé avant de commencer. On va parler d'un truc un peu plus positif, oui. Parce que la tendance mascu, voilà. J'ai eu un petit coup de cœur, enfin un gros coup de cœur d'ailleurs, pour une meuf sur Insta qui s'appelle Jess Baker-Smith, qui est franco-anglaise, qui a accouché il y a 4 mois et qui en fait a lancé son compte Insta, je crois, il y a un peu moins d'1 an. Et elle a déjà 600 000 followers. En fait, elle a explosé parce que elle est hyper spontanée, naturelle. Elle a parlé de toute sa grossesse qui était assez compliquée. Je crois qu'elle a fait une espèce de dépression pendant les premiers mois. C'est une chose que je connaissais pas d'ailleurs, une dépression pendant ta grossesse. Qui arrive à pas mal de femmes. Et en fait, elle parle de choses sans filtre, de son rapport au corps, aussi du postpartum, des premiers mois avec un bébé, etc. Et je trouve que même si t'es... Bon, moi, je suis maman, donc ça me parle. Mais même, je trouve que si t'es pas maman et tout, elle parle beaucoup de son rapport au corps et tout. Et ça fait du bien, un compte positif comme ça, avec des gens qui parlent de choses vraies et qui nous font déculpabiliser et nous faire sentir moins seuls aussi sur des problématiques pas toujours faciles. Donc, si vous voulez du good vibes, good mood, allez-y. Surtout dans un moment où le body... positive. Ah oui, t'as un bon retour en arrière. Ça peut être une bonne thématique pour la prochaine fois. Ouais. Non, mais c'est cata. Ouais, c'est cata. On va pas s'étendre ici, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'irai voir. Avant d'enregistrer, j'ai vu à quoi elle ressemblait, mais j'ai pas vraiment décortiqué ses contenus. Ouais, bah franchement, je kiffe. C'est vrai. Trop cool. C'est bien des good vibes. Ça, et aussi, elle est connue depuis pas mal de temps maintenant, mais c'est Pseudo de ouf. Je sais pas, tu vois qui c'est ou pas. Elle s'appelle Pseudo de ouf. Non, mais je sais pas quel est c'est son compte Insta. Son compte Insta, c'est Pseudo de ouf. Mais elle s'appelle c'est comme ça son compte Insta. Mais t'as juste pas son vrai prénom. Non, j'ai oublié son prénom et elle est trop drôle aussi. Ça fait partie des comptes que genre ça me fait délirer des cieux. Genre tu rigoles quoi, c'est ta bonne copine. Ok, on adore. Je vais aller voir. C'est toujours en mode full connerie quoi. Ok. Voilà. Pseudo de ouf. Ouais, Pseudo de ouf. Déjà tu la connais. Tu sais, elle a plein de taches de rousseur et tout. Elle est trop marrante. Enfin, moi, elle me fait trop rire. Bref. Non, mais déjà rien que le nom, j'y vais, je signe. Ouais. Mais elle a un vrai nom en vrai. Donc je vais aller voir, merci madame. Est-ce que tu veux nous parler de ton petit mantra du mois ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête finalement ? Tu vois que tu dis des choses dans la tête. Ouais, mais en mode action. En mode action. Je l'ai mis en action. Vas-y, c'est quoi ton action du moment ? Souvenez-vous toujours qu'il y a forcément une personne autour de vous pour vous aider. Pour vous aider. Ok, donc en mode t'es jamais seule quoi. Ouais. Pas mal. Toujours quelqu'un pour t'aider. Genre t'as toujours quelqu'un pour t'aider. Tu trouves toujours quelqu'un pour t'aider. C'est vrai, c'est vrai. Okay. Parce que, tu sais, nous, indépendante woman, à un moment donné, on n'en a jamais besoin de personne. Mais à un moment donné, quand même, oui, c'est vrai que toujours une personne pour nous aider sur quelqu'un. Oui, il faut se le dire. Et accepter l'aide. Parce que avoir quelqu'un pour t'aider, c'est bien. Accepter de l'aide, c'est autre chose. C'est vrai, accepter de l'aide. Ouais. Bah voilà, ça, c'est mon mantra de la semaine. Ok. Et toi, mon mantra, c'est tout ce qui mange mon énergie inutilement, qui me tire vers le bas, ça dégage. Voilà. J'aime bien le ça dégage, j'utilise souvent. Moi vraiment, dans ma tête souvent je dis ça dégage, vas-y c'est bon, ça dégage. Mais je suis d'accord, non mais ça dégage, ok. Donc on fait le tri. Ça tire vers le bas, c'est négatif, ça dégage. Mais des bons mantras, dis donc madame. Ouais. À l'aube du week-end. Voilà, exact, de ce week-end prolongé. Oui, bah, merci pour ces bons conseils. On espère vous avoir aidé. Ouais. Envoyez-nous des DM si vous avez des témoignages auxquels vous voulez qu'on réponde. Des questions. Qu'on puisse vous aider. Des questions. Des réflexions. Des choses dont vous voulez qu'on parle. Voilà, on est là. Hein. Finalement, envoyez-nous. On se revoit très vite. Oui. Bisous. Salut.